Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes toujours en direct des studios de TV5 Monde et nous partons en Malaisie, un pays multiethnique de 30 millions d'habitants. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à Kuala Lumpur, l'une de ces deux capitales qui se situe à l'ouest de la Malaisie et à seulement 45 km de la mer. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Richard Fostier. Vous êtes directeur général adjoint de Colas Rai, également et nouvellement président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-malaisienne et vous êtes enfin conseiller du commerce extérieur. Bonjour. J'ai également à mes côtés Guylain de Rangervais. Vous êtes directeur d'Elma International et également fondateur de Smart Expatriation, qui est une start-up qui donne accès au coût de la vie dans différents pays. Absolument. Également avec moi, Laurent Metzger. Vous êtes un professeur à la retraite de malais indonésien et vous êtes également traducteur d'auteurs malais en français et vous venez de traduire cet auteur du malais au français récemment. Donc, il vient d'être publié. Et vous avez vécu également à Kuala Lumpur pendant 20 ans. Enfin, j'ai à mes côtés Hélène Bourri. Bonjour. Bonjour, vous êtes coordinatrice chez Mangta et Tamna Fédération, donc vous travaillez dans l'humanitaire et vous êtes installée à Kuala Lumpur depuis 1 an. Oui. Alors, on va faire une courte pause et on se retrouve juste après pour parler du climat économique à Kuala Lumpur. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en Malaisie, à Kuala Lumpur, et on va s'intéresser au climat économique de ce pays. Richard Fostier, 5% de croissance, est-ce que c'est un terrain propice aux entreprises françaises ? Absolument. La Malaisie est un environnement économique qui est très favorable aux entreprises étrangères et françaises notamment. C'est un produit intérieur brut de 300 milliards, un peu plus de 300 milliards de dollars. Chaque année, 12 milliards de dollars d'investissement se portent en Malaisie. C'est un environnement où il y a un chômage qui est de 3%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage, c'est le taux minimal de renouvellement structurel des emplois. Une inflation de 2,5%, vous l'avez dit, une croissance de 5%. C'est vraiment un environnement qui est favorable aux entreprises étrangères qui souhaitent se développer dans cette partie du monde. Je dois dire aussi que la Banque mondiale classe la Malaisie comme étant le 2e pays dans la zone sur l'index du Ease of Doing Business, la facilité de faire des affaires dans le pays. Alors, elle fait aussi partie, la Malaisie, depuis 2015, de cette communauté économique de l'ASEAN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, l'ASEAN, c'est un ensemble de 625 millions d'habitants, plus de 2500 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est là que se font des échanges d'une dimension qui est vraiment importante. Plus de 5% de croissance sur toute la zone. Donc la Malaisie, à ce titre, constitue vraiment une plateforme, un hub idéal pour les entreprises françaises, parce que notamment Mercer classait la Malaisie 118e sur une échelle où le premier des pays de ce classement est le plus cher est le plus cher. Et par exemple, Singapour est 2e, Bangkok est 45e et la Malaisie est 113e, ce qui montre bien que c'est un endroit où les entreprises peuvent s'installer et avoir des coûts minimaux en termes de location de bureaux, de coûts de vie pour leurs expatriés. Donc c'est vraiment un endroit avantageux. Laurent Metzger, vous me disiez, il y a beaucoup de touristes aussi, ça joue dans cette... Oui, il y a eu un développement du tourisme considérable récemment, et beaucoup de touristes français viennent en Malaisie, peut-être parce que le climat est agréable, les rencontres sont faciles, et les paysages valent la peine, valent le déplacement, donc il y a beaucoup de touristes, et je crois qu'ils ont misé là-dessus, ils ont beaucoup développé leur office de tourisme et leur promotion du tourisme à l'étranger. On va continuer à parler de tout ça, mais d'abord on fait une courte pause.
retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes à Kuala Lumpur et vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag 24 heures chrono TV. Donc nous allons nous intéresser à la création d'entreprises. Je crois que c'est assez simple, Richard Fostier. Oui, il y a un environnement réglementaire qui permet aux entreprises qui veulent accéder au marché malaisien de s'installer rapidement et facilement. À ce titre, les entreprises françaises peuvent compter sur la Chambre de commerce franco-malaisienne qui propose des services d'accompagnement qui vraiment font de l'installation en Malaisie des démarches simples. Il y a un centre d'affaires qui existe au sein de la Chambre pour permettre aux entreprises de trouver facilement pour démarrer un bureau, des conseils et toute une série de services périphériques comme les visas de travail. Et la Chambre peut vraiment fournir un accompagnement complètement packagé pour les entreprises. Le message est passé, effectivement. Est-ce que vous voulez ajouter un mot sur cette implantation pour les entrepreneurs français? Alors oui, il y a plusieurs modes en fait d'implantation pour une entreprise. Moi-même, quand je suis arrivé en Malaisie, j'ai privilégié le statut du bureau de représentation, qui était à l'époque un petit peu plus difficile à mettre en place, puisqu'il y avait apparemment eu quelques abus d'entreprises qui étaient passés par ce statut. Et visiblement, aujourd'hui, c'est facilité. Il y a des conditions peut-être un petit peu plus difficiles d'accès. Mais aujourd'hui, c'est plus simple. Et on est sur une durée, en général, de 2 ans renouvelables. Et puis, il existe après d'autres statuts sur lesquels aussi, qui font, je dirais, un petit peu concurrence à d'autres pays environnements, qui sont le hub, qui sont des sortes de quartiers généraux à partir de la Malaisie pour pouvoir rayonner sur l'ensemble du pays avec des conditions fiscales intéressantes aussi. C'est assez simple. Et au niveau des secteurs porteurs, donc on le disait tout à l'heure, il y a le côté touristique qui est très important. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, Richard Fostier? Oui, le gouvernement a identifié 12 secteurs clés pour lesquels il a créé un environnement réglementaire qui permet aux entreprises donc de travailler en Malaisie et justement qui permet à ces entreprises d'apporter leur contribution au développement de ces secteurs. On pense au secteur des transports, des technologies de l'information et de la communication, des services financiers en général. Et donc oui, le pays, grâce à cette croissance dont nous parlions, 5%, cette croissance était de 6% en 2014, 5% aujourd'hui, on parle d'un ralentissement dans la zone, mais lorsqu'on regarde les chiffres, vraiment la situation est favorable. Et donc c'est ce cadre-là que la Malaisie peut offrir au développement des entreprises françaises qui souhaitent y travailler. Ghislain, oui, je voudrais juste effectivement rajouter qu'en fait la politique de la Malaisie se positionne clairement sur des secteurs d'activité à haute valeur ajoutée. Ils essaient ils ont une politique d'attractivité vis-à-vis de ces entreprises. Donc c'est effectivement très propice à faire du business. Alors il y a un autre atout, c'est la fiscalité. Et on va écouter un témoignage de Milko Papazov nous en parler. Pour ce qui est de la fiscalité des entreprises en Malaisie, elle se monte actuellement pour l'impôt sur les bénéfices des entreprises à 25% pour les entreprises ayant un capital déposé de plus de 2 500 000 ringgit et à 20% pour les entreprises ayant un capital inférieur à 500 000 ringgit. Il est aussi à noter que depuis le 1er avril 2015, le gouvernement malaisien a mis en place une Government Sales Tax, ou GST, qui concerne toutes les entreprises vendant des produits ou des services et dont leur chiffre d'affaires annuel dépasse les 500 000 ringgit. Une réaction à cette vidéo, Richard Fostier? Oui, c'est tout à fait exact. Le gouvernement malaisien essaie vraiment de créer les conditions propices à l'activité, à la croissance. Et la fiscalité y est, comparativement à ce qu'on peut connaître dans d'autres pays, y est plutôt douce. Les procédures sont relativement simples. C'est l'impôt à la source pour l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, ça a été dit, c'est environ de l'ordre de 25%, au-dessus de 500 000 ringgit de capital social. Donc, pas d'impôt sur la fortune. Pas d'impôt sur la fortune, oui, effectivement. Et la TVA nouvellement introduite, la GST que l'on a vu dans le court extrait, n'est que de 6%.
Un mot sur la fiscalité des particuliers? La fiscalité des particuliers, il est à noter en fait qu'elle est relativement douce, mais pour des salaires qui peuvent être élevés, on peut rapidement atteindre des tranches autour de un peu plus de 20-25%. Mais il existe aussi des exonérations possibles en fonction du statut qu'on a. Moi-même, je pouvais bénéficier en fait à partir du moment où j'avais des déplacements à l'étranger, c'était autant, je dirais, de jours qui n'étaient pas comptabilisés dans la déclaration de revenus. Alors, tout paraît assez simple depuis le début de l'émission. Faut tout de même rappeler un petit bémol, le problème de ces accidents aériens, puisque la Malaisie a fait la une des journaux ces derniers mois. Richard Fossier, est-ce que ça a un impact sur l'économie? Il n'y a plus de ligne directe entre Kuala Lumpur et Paris, si je ne me trompe pas? Oui, c'est exact. Malheureusement, Malaysian Airlines a été contrainte de se restructurer en abandonnant certaines lignes et malheureusement celle de la liaison directe avec Paris. Une réouverture est annoncée pour 2017. Oui, forcément, Malaysian Airlines, qui est un peu le drapeau de la Malaisie, a mis la Malaisie à l'actualité, bien malgré elle, pour ces accidents vraiment tragiques et malheureux. Est-ce que ça s'est noté au quotidien dans le pays? On n'a pas véritablement décelé un impact sur l'activité économique, mais c'est vrai qu'il y a eu une vague d'émotions en Malaisie, mais à travers le monde, qui a été très importante. Alors, on va enchaîner sur un sujet qui est les visas. Et on va écouter Maxime Lemaire nous en parler. Pour travailler en Malaisie, donc c'est compliqué, mais pas impossible. Il faut réussir à prouver qu'on apporte des compétences et des expériences différentes. Au niveau des visas, en général, les entreprises font appel à des professionnels qui s'arrangent avec l'immigration. C'est des services payants. Pour ma part, c'est mon entreprise qui me sponsorise et on a un agent de liaison qui s'occupe de toutes les démarches administratives. Donc il fait les allers-retours entre l'entreprise et le ministère des Affaires étrangères. Et donc on lui soumet les documents administratifs, tout ce qui est papier, qui rapporte là-bas, fait tamponner. Et bon, le laps de temps peut être plus ou moins long en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, le dossier, puis tout ce qui est tous les arriérés encore en traitement. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les visas. Les visas sont valables sur les parties. Les visas sont liés au contrat, donc ils peuvent être la durée du visa et en fonction de la durée du contrat. Guylain de Rangervais, un mot sur les visas. Les procédures sont assez simples aussi. Alors, les procédures, en fait, vont dépendre de la nature du contrat que vous avez avec l'entreprise, donc en Malaisie. Si vous êtes salarié, simplement salarié d'une entreprise en Malaisie, c'est ce qui a été dit un peu dans le reportage. Les services ont fait pas mal de progrès ces derniers temps et de plus en plus en fait de services en ligne. Et puis vous pouvez passer évidemment par des professionnels et notamment avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-malaisienne. Ce qui est à noter en particulier, c'est que vous avez aussi d'autres dispositifs de visa, notamment pour des gens qui voudraient aller prendre leur retraite en Malaisie. Vous avez un programme qui s'appelle My Second Home et qui permet d'être résident pour des durées de 10 ans. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a un autre programme qui est pour des gens aussi d'un niveau de qualification élevé, pour pouvoir aussi obtenir des titres de résident, qui s'appelle le Talent Corp. Et il faut en revanche là justifier de 3 ans de résidence, de travail en Malaisie pour ensuite en bénéficier. Richard Fossier. Oui, je voudrais ajouter un point important qu'on n'a pas mentionné jusqu'à présent, c'est que la langue de travail en Malaisie, c'est l'anglais, que toutes les démarches administratives se font en anglais et que par conséquent, c'est très facile donc de pouvoir gérer toute la partie administrative de son installation, que ce soit professionnelle, personnelle. Et ça, c'est un point très important. Décidément, tout est simple en Malaisie. Alors, connaître la Malaisie, c'est aussi savoir que c'est un pays multi-ethnique. C'est ce que je disais au début de l'émission. Et on va écouter à nouveau Milko Papazov nous en parler. La Malaisie est en effet un pays unique au monde avec plusieurs ethnies différentes la composant. On peut citer
les Malais et les natifs de Bornéo, ou Dayak, qui sont aussi appelés Bumiputra, ou fils du sol, les Chinois et les Indiens. Les Malais sont de confession musulmane. Les natifs de Bornéo sont soit chrétiens, soit musulmans. Les Chinois sont arrivés par 3 vagues successives d'immigration depuis le XVe siècle et jusqu'à la révolution de la Chine populaire en 1949. Et quant aux Indiens, ils sont arrivés sous la colonie britannique pour principalement travailler dans les plantations d'EVA au début du XXe siècle. Les relations entre les différentes communautés de nos jours se passent bien. Cela est certainement dû aussi au fait que la Malaisie a connu un progrès économique confirmé depuis plus de 40 ans. Le seul petit point qu'on peut peut-être regretter à ce jour est qu'il y a peu de mixité entre les différentes communautés, donc par exemple peu de mariages interraciaux. Mais toutefois, les jeunesses du pays sont positives et souhaitent en effet pousser l'harmonie du pays et pour son développement économique. Donc, tout cela reste positif. Laurent Mesguer, donc la Malaisie, c'est 62% de la population qui est malaisienne, 28% de Chinois, 8% d'Indiens. Comment on fait pour vivre tout le monde ensemble, les uns avec les autres? Une petite précision. Pas 62% malaisienne, 62% malaise. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a le problème malaisien, malais qui... Ah, ben, vous pouvez nous expliquer ce que c'est la différence? On se trompe souvent là-dessus. Tous les habitants du pays sont malaisiens. Donc, c'est malaisien renvoie à quelque chose de politique, de général pour le pays. Alors que malais renvoie à l'ethnie malaise, au groupe des 62%, qui sont une partie de l'ensemble malaisien. Donc, les Chinois sont malaisiens, mais ils ne sont pas malais. Mais tous les Malais sont malaisiens. C'est la première voilà, chose. On se trompe souvent sur ces 2 adjectifs, malaisien, malais. Il faut pas... Donc, un habitant d'origine chinoise est malaisien, mais n'est pas malais. Voilà, vous avez bien compris. Sur l'histoire, donc on vient de dire un peu, on vient de raconter que les populations sont de différentes origines. Il y a d'abord, ce qu'on a dit dans la vidéo, une population à Bornéo, et aussi une population peut-être qui n'a pas été mentionnée, à l'intérieur du pays, les aborigènes du pays, qui sont les premiers habitants. Puis, les Malais sont arrivés, vraisemblablement du nord, dans la fameuse vague austronésienne. Ils seraient venus de Taïwan, par mer, etc. Ça a été évoqué par différents chercheurs. Et ensuite, comme il vient d'être dit, les Chinois sont arrivés. Il y a eu des contacts assez intéressants au XVe siècle. Les Chinois avaient des contacts déjà à Malacca, parce que la Chine avait toujours eu des contacts avec les mers du Sud. Et très souvent, c'était intéressant, les gens de cette région, les souverains, les potentats, allaient en Chine pour se faire légitimer, pour avoir, on était reconnu par l'empereur, on revenait, j'étais reconnu, donc je suis votre souverain, donc respectez-moi. Donc il y a eu toute une série de Malaisiens, en particulier de Malacca et d'autres pays de la région, qui sont allés à la cour de Chine pour se faire reconnaître. Alors que l'empereur de Chine ne venait jamais dans la région. C'était toujours les potentats du coin, les princes, qui allaient se faire reconnaître avant l'arrivée de l'islam. Est-ce qu'il y a des tensions, Hélène Bourri, parfois, que vous pouvez constater dans la vie au quotidien? Oui, alors c'est vrai que, en fait, il y a une discrimination positive du gouvernement plutôt envers les Malais. Et les Chinois et les Indiens, moi, de mon ressenti, n'ont pas le sentiment d'avoir la même égalité des chances par rapport à l'emploi, à l'université. Et ça, c'est vrai qu'on le ressent quand on côtoie un peu la population. Vous, Hélène Bourri, vous travaillez aux côtés des femmes birmanes. Donc ça, c'est une autre communauté qui existe en Malaisie. Est-ce qu'elles sont bien intégrées? Alors, les femmes birmanes avec lesquelles je travaille, elles sont réfugiées à Kuala Lumpur. Donc, la question des réfugiés, c'est un petit peu sensible en Malaisie, puisque, en fait, la Malaisie n'a pas ratifié la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés. Donc, quand les Birmans viennent en Malaisie, en fait, ils sont considérés comme des migrants illégaux par le gouvernement. Donc, les Nations Unies, en fait, le Haut Commissariat pour les réfugiés a mis en place un système ad hoc pour enregistrer ces personnes de manière temporaire et pour pouvoir les relocaliser ensuite aux États-Unis ou en Australie ou au Canada. Et voilà. Milko Papazov disait que ça reste positif, mais tout de même, vous me disiez, donc il y a eu des émeutes raciales à Kuala Lumpur en 69 et ça perdure. Oui, alors,
après les émeutes raciales assez dures, assez cruelles en 69, assez violentes, il y a eu une politique, comme vient d'être dit, de discrimination positive en 71 pour aider la communauté malaise à avoir des emplois et être implantés dans le régime économique. Mais alors, progressivement, les relations ont été meilleures, parce qu'au départ, les Chinois et les Indiens ont accepté cette discrimination positive en disant, c'est vrai, les Malais sont en retard, on accepte ça. Et alors ça, il y a eu un développement et une certaine harmonie. Mais plus récemment, peut-être avec le développement de l'islam et de la communauté malaise qui devient plus musulmane qu'avant, plus dévote, plus religieuse, les différences, les oppositions ont plus été remarquées entre la communauté musulmane et les non-musulmans, les Chinois, les Indiens, etc. Donc maintenant, les rapports ne sont pas aussi bons qu'ils l'étaient. Par exemple, autrefois, un déjeuner ou un dîner d'affaires, les Chinois et les Malais pouvaient manger à la même table. Maintenant, je crois que c'est difficile. Les Chinois sont à une table et les autres à l'autre table parce qu'il faut que la nourriture halal, il faut même pas que la fourchette ait été utilisée par des non-Malais. Donc, il y a un problème maintenant, l'islam revenant très important, les différences, malheureusement, entre les communautés s'accroissent, ce qui est regrettable. On va continuer d'en parler, mais tout d'abord, on fait une courte pause. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en Malaisie et vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag 24 heures chrono TV. Alors on parlait des différentes communautés qui cohabitent, qui essayent de vivre ensemble en Malaisie et on va parler de ça au niveau de l'entreprise. Hélène Moury, est-ce que vous ressentez ces différences culturelles ? Alors moi en fait je travaille au sein de la fédération TANMA qui est en fait un groupement de 3 micro-entreprises gérées et créées par des femmes réfugiées birmanes. Et en fait ces femmes développent leurs activités génératrices de revenus en vendant des produits traditionnels de Birmanie. Donc je me souviens plus de la question. Sur les différences culturelles, est-ce que vous le notez au sein de votre travail, en fait? Moi, c'est surtout des Birmans entre eux qui parfois travaillent un petit peu avec des Malaisiens et des expats. Mais c'est vrai que je suis peut-être pas... Laurent Mesguer Mais je crois que les rapports entre... Vous me racontiez tout à l'heure une anecdote, la façon de manger, etc., qui est... Oui, qui est différente. Par exemple, si c'est un repas d'affaires, un repas, une entreprise française ou étrangère invite son personnel à dîner un soir. Il y a plusieurs tables pour les non-malais et une table pour les malais pour pas mélanger les deux robes, la nourriture halal et la non halal, les couverts qui doivent être lavés dans un endroit spécial pour les malais, différent des autres. Donc il y a des différences comme ça qui sont un peu notoires. Est-ce que la religion de l'islam rythme aussi certaines journées ?
Je pense au vendredi. Oui, alors par exemple, le vendredi, les entreprises doivent laisser partir leur personnel entre midi et 2 heures pour aller à la mosquée, aux prières du vendredi. Très souvent, maintenant, dans les entreprises, à l'université aussi, il y a des petites salles de prière, une pour les hommes, une pour les femmes, pour qu'on puisse faire les prières, les 5 prières de la journée, s'ils veulent le faire. Et à période du ramadan, il faut faire un peu attention. Il ne faut pas demander trop aux musulmans, en particulier l'après-midi, parce qu'ils savent qu'ils vont attendre 6-7 heures avant de pouvoir rompre le jeûne. Donc il y a quelques problèmes de ce côté-là. Il faut savoir quand même aussi que l'ensemble des religions est respecté au sein de la Malaisie. Donc c'est-à-dire que vous avez des jours fériés qui vont correspondre à différentes fêtes religieuses, pas simplement de l'islam, mais des fêtes aussi chrétiennes ou des fêtes hindoues. Donc je dirais le calendrier de l'entreprise est ponctué aussi de l'ensemble de ces fêtes religieuses et de ces jours fériés. C'est vrai que la Malaisie est un pays à dominante musulmane, mais ce qui vient d'être dit est valable pour tous les pays musulmans et on y observe la même chose. Il faut aussi dire qu'il y a Par exemple, quand on déjeune, on fait un déjeuner d'affaires avec un musulman, est-ce que il y a des règles à respecter, des codes à connaître? Comme partout dans le monde, on s'entend sur le lieu, le restaurant où l'on va aller déjeuner ou dîner. Il y a des restrictions alimentaires. C'est rien, je crois, de bien spécifique à la Malaisie. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que plusieurs religions cohabitent en Malaisie et que d'une manière générale, elles cohabitent harmonieusement. Il y a un sentiment, il y a une tolérance en Malaisie. Les communautés, dans l'ensemble, sont tolérantes les unes vis-à-vis des autres. Et cette diversité permet aussi d'avoir une diversité de la manœuvre. Voilà, c'est... Oui, alors on parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, de la main-d'œuvre qui travaille en Malaisie et qui vient des pays de la région pour les emplois les moins qualifiés. Ça, effectivement, c'est une autre dimension, on va dire, interculturelle, puisqu'il y a un certain nombre d'étrangers qui sont en Malaisie, des expatriés, mais aussi une main-d'œuvre qui vient d'Indonésie, du Népal, et qui existe. On parlait tout à l'heure de la question des Birmans qui est un petit peu différente. Mais effectivement, il y a là un melting pot en Malaisie, ethnique, culturel, qui fait aussi toute la richesse de ce pays. Alors, on va continuer à parler de Kuala Lumpur et on va s'intéresser à la ville elle-même. Et on va écouter Maxime Lemaire, qui est français résident à Kuala Lumpur, nous en parler. Kuala Lumpur est dans une vallée, dans une cuvette, entourée de montagnes, couverte de verdure. Et on peut s'imaginer que la ville serait elle-même couverte de verdure. Le problème, c'est que nous sommes ici dans un des très rares parcs de Kuala Lumpur, puisque en fait, ce qui se passe à Kuala Lumpur, c'est le développement. Donc, il y a des constructions de condominiums partout et de moins en moins de parcs. Et ça arrive même que des parcs qui sont censés être des zones protégées se retrouvent amputés d'une partie pour construire encore des condominiums. Donc, on profite de ces rares îlots de verdure pour aller se balader, prendre un peu l'air et se rappeler que finalement, il n'y a pas que le béton dans la vie. Voilà, donc vous pouvez peut-être entendre, ou si vous ne voyez pas, le bruit de la circulation. Donc, comme toutes les villes asiatiques, Kuala Lumpur est extrêmement congestionné. Bien qu'en ce moment, un projet de LRT, donc le métro local, soit en phase d'achèvement, qui devrait ouvrir en 2017. Enfin, quoi qu'il en soit, la poussée immobilière est très très forte ici, et donc les espaces verts se réduisent, ce qui est fort dommage. Guylaine de Rangervais, il n'y a pas que le béton dans la vie. Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ce point de vue. Alors, en fait, par rapport à Kuala Lumpur. Oui, en réalité, c'est vrai qu'il y a, dans le centre-ville, il y a une très forte concentration de construction. Et c'est vrai que comme on l'a dit, le pays est en croissance, la construction, je dirais, augmente et gagne un petit peu sur la jungle. Mais rappelons quand même qu'à Kuala Lumpur, on est en fait au bord de la jungle et qu'aujourd'hui, en sortant très peu finalement du centre, on retrouver des habitats à l'intérieur soit de la jungle, ou en tout cas dans un environnement où il y a énormément de plantes. Je pense notamment, il y a une colline assez célèbre où il y a des expatriés qui vivent, qui s'appelle Bukit Tungku, et vous êtes vraiment intégralement dans la jungle. Vous êtes avec... il faut supporter les singes, les serpents. Et les serpents, peut-être les moustiques. Mais en tout cas,
Laurent Mesguer, vous êtes aussi d'accord, je crois, avec Guylain de Rangervais. Oui, mais je crois qu'on a dit Kuala Lumpur, c'est aussi une ville jardin, peut-être moins développée, moins que Singapour, qui a mis le paquet là-dessus. Mais je crois que Kuala Lumpur, ils ont beaucoup développé et ils ont planté des arbres. Il y a des avenues avec des arbres. Par rapport à Paris? Moi, je crois qu'il y a peut-être plus de verdure à Kuala Lumpur qu'à Paris. Paris, c'est le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, c'est pareil. À Kuala Lumpur, il y a des espaces verts, même au milieu de la ville, même si la densité, comme vous l'avez indiqué, est très forte dans la ville. Alors, par contre, Hélène Bourri, vous me disiez que vous avez un peu souffert des feux de forêt qui viennent d'Indonésie, donc ça fait une sorte de brouillard. Ça a duré de longs mois. Comment ça s'est passé ? Oui, alors apparemment, moi j'habite à Kuala Lumpur depuis 1 an, mais apparemment ça revient régulièrement tous les ans. Et cette année, je pense, à cause des changements climatiques, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, donc ça a duré assez longtemps. Et c'est vrai que c'est pas très agréable pour la santé. Laurent Mesguer ? Oui, alors ces feux de forêt, c'est un gros problème. Chaque année, ils reviennent. Cette année, en 2015, c'était très fort. Et c'est dû avant la mousson qui commence en décembre. Donc, il y a ces feux de forêt. Et alors, pourquoi on fait ces feux de forêt ? C'est des pyromanes qui mettent le feu à la forêt pour planter des palmiers à huile à Sumatra. Alors, les Malaisiens sont furieux. Ah, comment les Indonésiens nous enfument avec ça ? Mais en fait, ce sont surtout des compagnies malaisiennes qui sont implantées à Sumatra qui mettent le feu à cette forêt. Hein. C'est Tabung Haji, c'est Gafri, plusieurs compagnies malaisiennes brûlent la forêt pour accroître la superficie en palmiers à huile en Indonésie. Donc il y a un gros problème. Mais je crois que le dernier président indonésien, Jokowi, l'actuel, a compris le problème. Et je crois qu'il y a des discussions à l'intérieur de l'ASEAN et on pense que ça va se résorber. Et moi j'ai une solution assez simple. Ils devraient augmenter leur rendement dans les palmiers à huile et au lieu de vouloir accroître sur des surfaces de plus en plus grandes les plantations de palmiers à huile. Hein. Alors nous, en France, on parle de taxe Nutella, on parle parce qu'on sait que l'huile de palme est partout, hein, dans le dentifrice, dans les cosmétiques, dans n'importe quel produit. Maintenant, parfois c'est pas indiqué, mais on dit, mais l'huile de palme est présente dans ces produits que nous utilisons tous les jours. Hein. Alors, on espère qu'ils vous entendront puisque vous avez donné une solution. Et on va continuer avec un sujet sur le déménagement. Et on va écouter Frédéric Arbisson de Gros-Piron. Alors, concernant la Malaisie et Kuala Lumpur en particulier, en termes de restrictions, il y a quelques restrictions. Globalement, ce n'est pas une destination qui est compliquée. Concernant la nourriture, elle est autorisée en quantité limitée. Des denrées exclusivement non périssables et à mettre dans le conteneur maritime. Éviter dans l'aérien, c'est fortement déconseillé. Ensuite, concernant les alcools, les vins et les spiritueux, donc on vous le déconseille fortement. La majorité des déménageurs et des agents à destination vous interdiront d'en importer. C'est très compliqué, c'est fortement taxé à plus de 180%. Et ensuite, autre conseil qu'on peut vous donner aussi, ça concerne le climat. C'est donc un climat qui est très humide. Donc on vous déconseille d'emmener certains meubles fragiles qui pourraient souffrir en fait du choc climatique, notamment les meubles en marqueterie, les meubles anciens, etc. Préférez plutôt une solution de stockage via un déménageur et son garde-meuble ou alors dans la famille ou dans une résidence secondaire. Hélène Bourri, le climat est plutôt humide. Est-ce que c'est dérangeant au quotidien ? Non, je pense qu'il faut juste un petit temps d'adaptation quand on revient de France, en janvier en partie. Il fait très chaud, c'est ça ? Oui, très chaud tout au long de l'année. Après, il y a une saison des pluies en octobre et en février, mais bon, je ressens... C'est assez léger quand même, en fait. Pourtant, Laurent Mesguer me disait qu'on voit les gens dégouliner dans la rue tout à l'heure. Il y a un taux d'humidité qui est élevé. Et du coup, il y a une sensation de chaleur qui est importante, même si quand il fait 30 degrés, on a l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud. Mais c'est une question aussi un peu d'habitude et puis d'organisation. Il y a quand même l'essentiel des bureaux et des maisons sont climatisés. Alors, puisqu'on parlait de déménagement, est-ce qu'il y a des quartiers, Guylain de Rangervais, que vous conseillez ? En fait, les quartiers pour habiter, pour vivre à Kuala Lumpur vont dépendre de votre situation familiale et en particulier de là où vous allez mettre vos enfants à l'école. Donc souvent, si vos enfants si vous êtes français, sont au lycée français, beaucoup vont privilégier les quartiers de Mongkiara ou de Damansara Heights ou éventuellement Bukit Tungku. Si vous n'avez pas d'enfants, beaucoup vont aller s'installer plutôt dans le centre-ville.
Hélène Bourri, vous habitez le quartier de la Fête, si je ne me trompe pas. Oui, Bukit Bintang. J'ajouterais d'ailleurs, en fait, pas seulement si on n'a pas d'enfants, mais aussi si on n'a pas de voiture, c'est plus pratique d'habiter dans le centre-ville parce que les Malaisiens, puis même les expats, se déplacent beaucoup en voiture. Et au centre-ville, en fait, il y a les transports, donc on peut aller partout, même à pied, autour Petronas. Votre quartier, c'est quoi l'ambiance? C'est très animé, très touristique. Et du coup, je dirais que le petit inconvénient du côté touristique, c'est peut-être qu'il y a aussi un peu plus de vols à l'arraché que dans le reste de la ville. Sinon, la sécurité à Kuala Lumpur, pas forcément de problème. Non, pas plus mauvaise qu'ailleurs. Non, c'est assez sûr, en fait. Il faut simplement effectivement faire attention à des vols à l'arraché. On a connu plusieurs fois des expatriés qui ont eu des soucis, en particulier des femmes avec leur sac. Donc c'est des précautions, je dirais, à prendre par rapport à ce type d'agissement, mais sinon rien de grave et de particulier. Et puis il faut faire aussi peut-être attention, je sais qu'il y avait eu quelques étudiants français, le soir, à partir d'une certaine heure, ça sert à rien de trop traîner. Voilà. On va enchaîner sur le coût de la vie. Alors Ghislain de Rangervais, avant de venir sur le plateau, vous nous avez envoyé une vidéo qu'on va tout de même regarder, et puis on va réagir à cette vidéo tout de suite après. Si vous vous déplacez de Paris à Kuala Lumpur, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 23%. Bonne surprise, vous pourrez trouver des logements moins chers qu'à Paris. Comptez environ 550 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est moins lourde qu'en France et qu'il n'y a pas de cotisation sociale pour les étrangers. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 28 818 € bruts à Kuala Lumpur pour maintenir le même niveau de vie. On vient de vous voir sur la vidéo. Donc je vous confirme ce que j'ai dit. Un petit mot, vous confirmez. Laurent Metzger, si on veut vivre de façon plus locale, je crois qu'il y a un choix énorme de restaurants pour très peu. Et je crois qu'il y a différents types de restaurants. Il y a les restaurants très chics, dans les hôtels, dans les centres commerciaux. Ils aiment beaucoup les malls. Mais il y a aussi des petits restaurants très simples où on mange une très bonne nourriture, chinoise, malaise, indienne, pour 3 fois un coût de... 2 €. Moi, j'étais encore en décembre là-bas. On peut manger pour une somme et des plats très bons. Qu'est-ce qu'on mange? Du riz, une base de riz ou des nouilles à tirer du riz, et des légumes, de la viande, du poisson, etc. Mais vraiment une nourriture saine, bonne, chinoise, indienne, et on peut varier les plaisirs et à des prix très, très abordables. Alors bien sûr, il y a des restaurants plus chics où on peut retrouver l'ambiance des grandes villes, des grandes capitales occidentales, mais il y a vraiment le grand choix des restaurants. Et ces restaurants bon marché, bien sûr, rendent service à la population qui n'a pas les revenus des expatriés et qui mange dans ces restaurants. Et justement, c'est une façon de rencontrer la population, d'aller dans ces petits restaurants, les entendre parler, et si on peut parler avec eux, c'est une façon de les connaître. Un mot sur la scolarité avant de terminer cette émission, Laurent. Oui, alors sur la scolarité, en fait, il y a là aussi un choix assez important pour les expatriés. On l'a dit tout à l'heure, il y a un lycée français qui est en train de grandir continuellement. Et puis à côté, vous avez aussi d'autres choix d'écoles, des écoles internationales. Ça peut être des écoles de type anglaise ou américaine. Il y a une école américaine, mais d'autres écoles plus fréquentées par des locaux, mais qui sont quand même avec des programmes internationaux. Je pense à la Garden International School. Vous avez aussi Alice Smith. Voilà, donc un choix assez important en matière de scolarité. Et des universités aussi étrangères et parfois les Français ou les étrangers qui ont des enfants à mettre à l'université peuvent trouver des campus universitaires de qualité en Malaisie. Il y a Nottingham University, l'université anglaise, il y a plusieurs universités étrangères qui ont maintenant des campus ou des branches en Malaisie, comme il y en a à Singapour aussi. Et donc on peut, non seulement au niveau primaire et secondaire, mais aussi au niveau universitaire. Alors, cette émission se termine, mais je voudrais évoquer qu'est-ce qu'on peut faire à Kuala Lumpur. Le côté nature, il ne faut pas l'oublier, vous pouvez aller d'île en île sans problème. Laurent Metzger, peut-être vous pouvez nous dire un mot là-dessus.
Oui, alors il y a des tas de choses à faire en Malaisie. Il faut sortir un peu de la capitale, comme on va partout. Si vous venez en France, il ne faut pas rester à Paris. Donc, à Kuala Lumpur, il y a des choses à faire. Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je conseille toujours, c'est aller à la grande fête du Thaipusam, qui aura lieu dans quelques jours. Je crois que c'est le 24 janvier à Kuala Lumpur. Une foule, il y a pratiquement 1 million de personnes qui se précipitent. Les Indiens qui portent une grosse structure métallique qui s'appelle le Kavadi, et ils montent un sanctuaire. Il y a 272 marches. Et cette grande foule qui est là, les touristes, les locaux, les Chinois sont là aussi pour voir, pas trop de Malais. Ils sont là pour voir cette grande fête et c'est la fête la plus impressionnante du pays. Mais il y a d'autres choses. Il y a la ville de Malacca, la ville historique de Malacca, qui est très intéressante, qui vaut la peine. Et... C'est le mot de la fin, donc vous irez faire la fête la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous d'être venus sur le plateau. C'est pas terminé, les 24 heures chrono, et tout de suite, une interview de Mathias Feckel, secrétaire d'État au commerce extérieur et aux Français de l'étranger. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.